Il y a des moments dans la vie où tout devient trop. Trop de pression, trop de douleur, trop de solitude. On garde le silence. On serre les dents parce qu'on croit que demander de l'aide, c'est échouer. Parce qu'on pense qu'on doit tout porter seul. Mais derrière ce masque de force, il y a souvent un être à bout, fatigué de faire semblant. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un appel à la faiblesse. C'est une exploration du courage qu'il faut pour dire « j'ai besoin de toi ». C'est un chemin vers la vérité humaine la plus profonde. Nous ne sommes pas faits pour survivre seuls. Et parfois, tendre la main n'est pas un aveu de fragilité. C'est un acte de renaissance. One point. Le masque de l'autosuffisance. Il y a dans nos sociétés modernes une étrange vertu mal comprise. L'autosuffisance. On la glorifie comme une preuve de maturité, d'indépendance, de force. Alors nous apprenons à sourire, même quand le cœur saigne, à dire « ça va » quand tout s'effondre à l'intérieur. Et cette performance quotidienne devient si naturelle qu'on en oublie presque qu'elle est un mensonge. Doux, silencieux, mais profondément corrosif. Pendant des années, nous arrivons à tenir. Nous avons appris à recoller nos propres morceaux, à pleurer derrière une porte fermée, à trouver un semblant d'équilibre dans le chaos. Parfois même, on devient l'épaule des autres, comme pour prouver que tout va bien. Mais il vient un moment, inévitable, brutal, où la façade se fissure. Quelque chose casse. Une rupture amoureuse, une humiliation, une perte, ou juste la somme de trop de petites blessures jamais soignées. Et soudain, ce qui tenait par habitude ne tient plus du tout. Ce jour-là, on découvre une solitude plus vaste que celle qu'on croyait connaître. Ce n'est pas celle d'être seul physiquement, mais celle d'être coupé de toute possibilité de secours. On regarde son téléphone sans savoir à qui écrire. On voudrait hurler sans déranger. On rêve d'une main tendue, mais on a oublié comment tendre la sienne. La pensée la plus douloureuse surgit. Je devrais pouvoir gérer ça tout seul. Et dans cette phrase se cache tout le poids de l'orgueil, de la honte et de l'incompréhension. Car demander de l'aide dans ce monde de vitrines parfaites est presque un acte révolutionnaire. C'est reconnaître que l'on est vulnérable. C'est oser briser l'illusion que l'on peut tout porter. Et pourtant, c'est peut-être l'acte le plus courageux que l'on puisse poser. Il faut parfois descendre très bas pour comprendre que la force véritable ne réside pas dans le silence, mais dans l'aveu. Il faut frôler le gouffre pour réaliser que le salut commence par une phrase simple, imparfaite, tremblante. « J'ai besoin de toi ». Et à cet instant précis, quelque chose change. Ce n'est pas encore le soulagement ni la solution, mais c'est le commencement d'un retour. Un pas minuscule hors de l'ombre, un frémissement vers la lumière. Car derrière chaque appel à l'aide sincère, il y a une renaissance possible. Et même si personne ne répond immédiatement, même si la peur de déranger reste présente, ce premier geste est une victoire immense. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'ultime preuve que l'on tient encore à la vie. 2. Quand l'eau monte jusqu'au cou, il y a des jours où l'on se réveille sans comprendre pourquoi tout semble plus lourd. On ouvre les yeux et l'air paraît plus épais. Ce n'est pas un événement précis, pas une catastrophe soudaine. C'est une accumulation lente, invisible, des responsabilités qu'on n'a jamais osé refuser, des douleurs qu'on a mises de côté parce que ce n'était pas le moment, des fatigues chroniques qu'on a décorées d'un sourire professionnel. Et tout à coup, c'est trop. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de hurlements. Il n'y a même pas de larmes. Il y a juste ce silence saturé, cette impression étrange d'être noyé à l'intérieur de soi-même. Comme si l'eau montait doucement dans une pièce fermée et qu'on restait là, immobile, incapable de briser une fenêtre. Le monde continue autour. Les autres parlent, rient, s'organisent. Mais on n'entend plus vraiment. Le corps est là, mais l'âme flotte quelque part au-dessus. Ce genre de moment n'a pas besoin de grands drames pour exister. Il se glisse dans le quotidien. On répond « oui, bien sûr » quand on voulait dire « je n'y arrive plus ». On prend encore un rendez-vous alors qu'on rêvait juste de silence. Et petit à petit, on devient étranger à soi-même, une sorte de figurant dans sa propre vie. C'est à ce moment-là, précisément, qu'il faudrait parler.
Pas quand on s'est déjà écroulé, mais avant. Mais voilà, on ne sait pas comment. Les mots se coincent. On a peur d'être ridicule, peur de passer pour une charge. On veut demander de l'aide, mais le cœur est dénoué. Mais surtout, on doute que quelqu'un puisse comprendre ce qui se passe en nous. Après tout, même nous, on ne comprend plus très bien. Alors on attend. On espère un signe, un regard insistant, une main qui devinerait. Mais la vérité, c'est que personne ne lit les silences. Il faut les traduire. Il faut les rendre audibles. Peut-être que demander de l'aide commence par reconnaître, intérieurement, que l'on a le droit de ne pas aller bien. Le droit de flancher. Le droit de ne pas tout porter. Ce n'est pas un crime de fatigue. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un signal d'humanité. Et dans cette reconnaissance intime naît un nouveau courage. Celui de prononcer une phrase simple. Pas parfaite, pas élégante, juste honnête. J'ai besoin de parler. Est-ce que tu as un moment ? Je crois que ça ne va pas. Ce sont des mots modestes, mais ce sont des portes. Et derrière ces portes, il y a parfois un cœur prêt à entendre, un esprit prêt à partager le poids. Peut-être que le miracle ne viendra pas tout de suite. Mais une brèche s'ouvre. Et à travers cette brèche, la lumière entre à nouveau. 3 Point, la dignité de la vulnérabilité. Il est étrange de constater à quel point nous avons honte d'être humains. Non pas d'être faibles tout le temps, ni de ne rien valoir, mais d'avoir des moments où nous vacillons, où le sol se dérobe, où notre esprit ne tient plus la structure du monde. Nous vivons dans une époque qui valorise la maîtrise de soi, l'efficacité, la positivité comme des totems sacrés. Et dans ce culte de la solidité, l'aveu d'un effondrement devient une faute presque morale. Alors, nous nous taisons, nous endossons le rôle de celui qui gère, de celle qui assure, même lorsque chaque geste devient un effort surhumain. Nous avons peur de déranger, peur d'être un fardeau, peur surtout de perdre l'estime des autres, comme si nos failles révélaient un échec irrémédiable. Nous avons appris à aimer les autres pour leur force, mais nous avons oublié que ce qui touche véritablement en eux, ce sont leurs faiblesses avouées, leurs fragilités assumées. Carl Jung disait que l'ombre, cette part de nous que nous rejetons, dissimulons, étouffons, est aussi la clé de notre unité intérieure. Tant que nous refusons de voir notre besoin d'aide, tant que nous le reléguons dans l'ombre, il nous ronge, il nous éloigne de nous-mêmes. L'intégration passe par l'acceptation, par la reconnaissance du fait que même les plus lucides, même les plus forts, tombent parfois à genoux. Demander de l'aide, ce n'est pas s'abaisser. C'est au contraire se relever autrement, en cessant de vouloir tout affronter seul. C'est reconnaître que l'humain n'est pas fait pour porter ses tempêtes dans le silence d'une nuit sans fin. Nous sommes des êtres de lien, de miroir et d'écho. Et ce que nous appelons faiblesse n'est souvent qu'un cri de vérité mal entendu. Il faut parfois beaucoup de souffrance pour comprendre que notre dignité ne réside pas dans notre image, mais dans notre sincérité. Celui qui ose dire « je n'y arrive plus » ne se réduit pas à cet instant de désarroi. Il devient paradoxalement plus grand parce qu'il accepte d'être vu tel qu'il est, un être en devenir vulnérable et authentique. Ce que nous ignorons souvent, c'est que notre demande d'aide peut faire naître chez l'autre quelque chose de profond, un sentiment d'utilité, de connexion, de sens. Dans notre fragilité offerte, nous appelons chez l'autre ce qui, peut-être, sommeillait. La capacité de prendre soin, d'écouter, de soutenir. Et cela transforme le lien. Il ne s'agit plus d'un simple échange social. Il s'agit d'une rencontre d'âme à âme. Deux humanités qui, par-delà les masques, se reconnaissent. Le message qu'il n'arrivait pas à envoyer. Il était assis dans sa voiture, moteur éteint, mains crispées sur le volant. Cela faisait déjà 45 minutes qu'il était là, à regarder l'écran de son téléphone. Un message commençait par « Salut, je suis désolé de te déranger ». Puis s'arrêtait là. Il l'effaça, puis le réécrivit, puis l'effaça à nouveau. Ce manège durait depuis trop longtemps, et pourtant il n'arrivait pas à appuyer sur « envoyer ». Alex avait toujours été celui sur qui on pouvait compter. Dans sa famille, au travail, même parmi ses amis, c'était l'épaule, le roc, le bon conseil. On venait vers lui, mais lui, il n'allait vers personne. Il avait bâti sa réputation sur cette discrète invincibilité. Et maintenant, il ne savait plus comment se présenter autrement.
Depuis quelques semaines, quelque chose s'était brisé. Il dormait mal, mangeait à peine. Son esprit tournait en boucle sur des pensées qu'il ne contrôlait plus. Le travail l'épuisait. Sa relation amoureuse s'était effondrée sans qu'il sache comment la sauver. Il s'en voulait pour tout. Il n'y avait pas eu un drame, mais une lente chute, silencieuse, invisible aux autres. Sauf peut-être à sa sœur, qui lui avait récemment demandé « Tu vas bien ? T'as l'air ailleurs ?» Il n'avait pas su répondre. Alors ce soir, dans la voiture, il tentait quelque chose. Il voulait écrire à un ami d'enfance, Mathieu, qu'il n'avait pas vu depuis un moment. Pas quelqu'un de très proche aujourd'hui, mais quelqu'un qui connaissait l'ancien Alex, celui d'avant le masque. Il hésitait, redoutait de paraître pathétique, de tomber dans l'émotion brute. Et surtout, il avait peur de ce que cela impliquerait, que quelqu'un sache. Mais il n'en pouvait plus de faire semblant. Il fallait qu'il parle. Il fallait que quelqu'un, au moins une personne, sache qu'il allait mal. Alors, il prit une inspiration, ouvrit une nouvelle fois son application de messages et écrivit « Salut Mathieu, je sais que ça fait longtemps. Je ne suis pas trop du genre à faire ça, mais je crois que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je ne vais pas très bien en ce moment. Est-ce qu'on pourrait se voir cette semaine ?» Il relut le texte 10 fois. Puis, enfin, il appuya sur « Envoyer ». Il resta figé pendant quelques minutes. Son cœur battait fort. Il s'attendait à regretter instantanément. Mais au lieu de cela, quelque chose de subtil changea. Une tension invisible dans sa poitrine se relâcha. Il avait peur, oui, mais il n'était plus seul avec son silence. Il venait de faire le premier pas, et cela suffisait pour ce soir. 5. Le dialogue intérieur. Tu vas vraiment faire ça ? Envoyer un message pour te plaindre ? Tu veux qu'on te prenne en pitié ? Non, je veux juste respirer. J'ai l'impression de couler. Tu as déjà vécu pire. Tu sais comment gérer. Garde la tête froide. Tu as toujours su te débrouiller seul. Oui, j'ai tenu. Mais à quel prix ? Je ne dors plus. Je me parle à moi-même dans la rue. Je suis en colère, sans raison. Et parfois, j'ai juste envie de disparaître. Ce n'est pas gérer, ça. C'est survivre à peine. Mais tu penses que quelqu'un va comprendre ? Que tu vas te mettre à nu et qu'on va t'écouter, te rassurer, te consoler ? Peut-être, peut-être pas. Mais je ne peux plus faire semblant. J'ai trop attendu. J'ai fait le fort trop longtemps. Je suis humain, pas une machine. Et si on se moque ? Et si on te trouve faible ? Alors qu'il en soit ainsi. Mais au moins, j'aurais été vrai. J'aurais cessé de mentir. Tu vas vraiment leur dire que tu n'en peux plus ? Que tu es dépassé ? Tu penses que c'est noble, ça ? Ce n'est peut-être pas noble, non. Mais c'est nécessaire. C'est ça ou m'éteindre en silence ? Mais la fierté, tu vas la sacrifier ? Oui, volontairement. Parce que ce soir, ce que je cherche, ce n'est pas l'orgueil, c'est une main. Un regard. Un mot honnête. J'ai besoin qu'on me dise que ça va aller. Même si ce n'est pas vrai tout de suite. Même si c'est juste pour ce soir. Tu n'as pas honte ? Si, j'ai honte. Mais j'ai aussi besoin de vivre. Et entre la honte et la survie, je choisis la vie. Tu crois que quelqu'un va répondre ? Je crois que quelqu'un essaiera, peut-être maladroitement, peut-être timidement, mais parfois, il suffit juste d'un écho pour ne plus se sentir seul. Silence. Alors vas-y, envoie-le, ton message. Je l'écris, lentement, mais je l'écris. Et c'est ainsi que, dans le théâtre invisible de l'âme, une décision se prend. Le conflit intérieur laisse place à une intention claire. Se laisser voir. Oser dire « je suis fatigué ». Oser dire « j'ai besoin d'aide ». Ce ne sont pas des mots de défaite. Ce sont des mots d'espoir. Car derrière cette lutte intérieure, il y a une promesse. Celle d'un lendemain plus léger. D'un lien tissé, d'une solitude traversée. Parfois, ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut convaincre. C'est cette voix en nous, tyrannique et peureuse, qui confond vulnérabilité et déshonneur. Et quand, enfin, une autre voix s'élève pour dire « je mérite qu'on m'aide », alors tout peut commencer à changer. 6. Le protocole silencieux. Comment traverser la crise ? Quand on se sent dépassé, l'esprit entre en état d'alerte. Les pensées s'emballent, le cœur s'accélère, et le monde, même familier, devient menaçant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signal biologique. Le cerveau, dans sa tentative désespérée de survivre,
active les circuits de stress, fuite, lutte ou paralysie. Il faut d'abord le reconnaître. Ce que vous vivez est réel. Il ne s'agit pas d'un caprice ou d'un manque de volonté. À ce stade, la première erreur que beaucoup commettent est de vouloir s'en sortir seul. C'est une idée noble en apparence, mais toxique si elle devient un impératif absolu. Aucun être humain n'est conçu pour traverser la douleur seul. Ce que vous ressentez, ce trop-plein, cette confusion, ce sentiment de noyade, est exactement ce qui justifie une demande d'aide. Alors que faire, concrètement, quand l'envie d'abandonner commence à murmurer? Étape 1. Reconnaître et nommer l'état. Poser les mots. Je suis submergé. J'ai atteint une limite. Je n'arrive plus à tout porter. Il ne s'agit pas d'un constat d'échec, mais d'un premier ancrage dans le réel. Mettre un nom sur le chaos intérieur aide à en reprendre le contrôle. Étape 2. Interrompre le monologue intérieur destructeur. L'esprit, dans ces moments, se nourrit de phrases automatiques. Je suis inutile. Personne ne peut comprendre. Je ne veux pas déranger. Ces pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des symptômes. Il faut les observer comme tels, avec la même distance qu'on aurait face à une douleur physique. Ce que je pense maintenant est lié à mon état. Ce n'est pas la réalité objective. Étape 3. Identifier une personne bon. Pas le thérapeute idéal, pas l'ami parfait. Juste une voix humaine, un visage connu. Une personne imparfaite, mais présente. Quelqu'un qui ne comprendra peut-être pas tout, mais qui saura répondre « Je suis là ». Il peut s'agir d'un ami d'enfance, d'un collègue bienveillant, d'un membre de la famille. Étape 4. Initier un contact simple. Un message court, sincère. « Je ne vais pas bien. Est-ce que je peux te parler un moment ?» Il n'est pas nécessaire d'expliquer toute la douleur d'un coup. Le plus important, c'est d'ouvrir une porte, créer un pont. Étape 5. Respirer après avoir tendu la main. L'attente de la réponse peut être angoissante, mais vous avez déjà fait l'essentiel. Vous avez cessé d'être seul dans votre monde intérieur. Vous avez franchi le seuil du mutisme émotionnel. Cela seul est un acte immense de reconstruction. Ce chemin ne garantit pas une guérison instantanée, mais il marque le début d'un processus. Et dans les mots « je n'y arrive plus seul » se cache la graine d'une résilience nouvelle. Vous avez le droit d'avoir besoin. Vous avez le droit d'être aidé.